du Maroc est le Royaume du Maroc. Géographiquement, il est situé en Afrique du Nord. Il est l'un des seuls pays en Afrique à comporter des rives sur la mer Méditerranéenne d'un côté et l'océan Atlantique de l'autre. La capitale administrative du Maroc est Rabat. La ville de Casablanca est sa capitale économique. Elle est la plus grande ville du Maroc et du Maghreb de par sa population. La superficie du Maroc dépasse les 700 000 km² en incluant le Sahara, situé au sud du Maroc. À noter que le sud du Maroc est administré actuellement par le Maroc et considéré comme un territoire non autonome par l'ONU. La carte du Maroc sur le site de l'ONU ou sur Google Maps est coupée en deux par des pointillés. Mais au Maroc, l'utilisation de la carte de l'ONU est interdite. C'est-à-dire que même Google Maps présente la carte en étant complète, en incluant le sud. La population du Maroc est de près de 36 millions d'habitants et sont essentiellement de confession musulmane. Les langues parlées sont l'arabe dialectal, ce qu'on appelle nous au Maroc le darija, et l'amazigh. L'amazigh, c'est le berbère en fait. L'arabe littéraire est utilisé principalement par les administrations et étudié dans les écoles. Le français est utilisé par la plupart des personnes instruites dans le quotidien et dans les affaires. La plupart des administrations utilisent le français qui est la langue des affaires. L'espagnol est utilisé au nord et au sud du Maroc car il s'agit de territoires anciennement colonisés par l'Espagne. La monnaie du Maroc est le dirham. Ce n'est pas une monnaie librement convertible. Elle est plutôt semi-flexible. Le dirham est indexé par rapport à un panier basé à 40% sur le dollar et 60% sur l'euro. Le Maroc est entré dès mars dernier dans la seconde phase de sa politique de flexibilisation du régime de change du dirham. Pour l'instant, la bande de fluctuation du dirham est passée de plus ou moins 5%. Le Maroc a pour régime politique une monarchie institutionnelle dont le souverain actuel est le roi Mohamed VI, intronisé en 1999. L'actuel chef du gouvernement est Saad Dil Othmani, nommé depuis 2017 suite aux élections législatives de 2016 au Maroc. Il est également secrétaire général du Parti de la justice et du développement d'idéologie islamiste. L'économie du Maroc est une économie libérale. L'État joue un rôle non négligeable dans l'émergence économique du pays avec sa stratégie d'industrialisation. Le PIB du Maroc a connu un taux de croissance annuel moyen de 4% sur les dernières décennies et atteint actuellement 122 milliards de dollars en 2019, dernier chiffre. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le Maroc est le troisième producteur et premier exportateur mondial du phosphate. C'est une rentrée importante en devises dans le pays. Il détient et de loin les premières réserves mondiales avec 50 milliards de tonnes de production de phosphate. Et le Maroc, il est qualifié également par une puissance agricole. J'arrive pas à passer la slide. C'est bon. Alors, en ce qui concerne les relations économiques France-Maroc, la France est un partenaire historique du Maroc et ils sont liés par un partenariat économique exceptionnel. Le Maroc est la première destination des investissements français sur le continent africain, avec une forte présence économique au Maroc, puisque la quasi-totalité des groupes du CAC 40 y sont présents. La France a également consolidé sa place en participant à la réalisation de projets structurants comme la ligne grande vitesse LGV marocaine, le tramway, la filière automobile et aussi elle est très présente dans la filière automobile, la filière aéronautique et dans le domaine des énergies renouvelables. La France figure dans le duo des têtes et des investisseurs au Maroc en 2018, devancé par l'Irlande. En termes de coopération financière, le Maroc est le premier bénéficiaire des prêts du groupe de l'Agence française de développement AFD. Depuis 1992, le cumul des engagements du groupe avoisine les 6 milliards d'euros. Par ailleurs, pour ce qui est des échanges commerciaux du Maroc avec la France reste le deuxième partenaire commercial du Maroc derrière l'Espagne.
Elle est aussi deuxième client du Royaume et son deuxième fournisseur. En 2018, la France a importé plus de 5,4 milliards d'euros de marchandises et elle en a exporté 5,13 milliards d'euros. Le solde commercial était excédentaire en faveur du Maroc. Le Maroc et l'Union européenne sont liés par un accord d'association signé en 1996 et entré en vigueur en 2000. En octobre 2008, sous présidence française de l'Union européenne, le Maroc s'est vu reconnaître un statut avancé. Ce statut qui s'inscrit dans le cadre établi par l'accord d'association de 2000. Sur le plan commercial, l'accord vise à établir une zone de libre-échange industriel. Ce plan commercial, il vise également à approfondir la libéralisation du commerce des produits agricoles et de la pêche. Euh, Parmi d'autres objectifs, c'est aussi la libéralisation des échanges de services et d'établissements et le renforcement de l'intégration commerciale à travers la mise en œuvre du protocole Pan-Euromed sur les règles d'origine. Le Maroc, il est également le premier bénéficiaire de la politique européenne de voisinage et de l'aide financière qui avoisine à peu près 200 millions d'euros par an. Alors, au niveau des secteurs porteurs, donc on peut trouver pas mal de secteurs qui peuvent être très intéressants pour les entreprises étrangères. Donc, ça peut être au niveau des technologies et services. Euh, En ce moment, le Maroc, il a beaucoup de politiques sur le plan numérique. Il y a aussi le sujet de l'agriculture et l'industrie agroalimentaire. Donc, puisque le Maroc, c'est un pays agricole, donc il y a beaucoup d'opportunités sur l'irrigation, la transformation, etc. Et on a aussi le domaine de la santé, de l'art et l'art de vivre. Donc là aussi, il y a pas mal d'opportunités pour les entreprises étrangères. Et enfin, tout ce qui concerne l'industrie et le clean tech, donc les énergies renouvelables, puisque le Maroc a une politique importante en termes d'énergie renouvelable et tout ce qui concerne aussi l'automobile, l'aéronautique, etc. Alors, en ce qui concerne le Covid, comme vous le savez tous, donc le Maroc a été touché aussi par cette pandémie depuis le 2 mars 2020. Le gouvernement a décidé de la fermeture des frontières et le confinement à partir du 20 mars à ce jour. Sachant que le Maroc actuellement il est coupé en deux, donc il y a une zone qui voit un peu le déconfinement. Par contre, il y a la zone 1 où il y a les grandes villes comme Casablanca, Rabat, où on est encore confiné. Ces mesures ont eu pour effet l'arrêt total ou partiel des activités économiques, aussi bien de production que de services, pour toute l'année 2020. Outre l'effet de la pandémie, il faut rajouter aussi une faible récolte céréalière à cause de la sécheresse. Donc là, vous avez quelques chiffres en fait sur le slide qui vous donnent en fait l'impact négatif du Covid sur le Maroc. On enregistre en fait à peu près 1 milliard de dirhams par jour de pertes à cause du confinement. Et le Haut Commissariat au plan, il prévoit une croissance économique à moins de 1,8% au deuxième trimestre. Les exportations ont reculé de 10% et les importations de 5%. Et le déficit commercial s'est aggravé de 1,8 milliard de dirhams. Donc, selon la CGM, la Confédération générale des entreprises du Maroc, elle prévoit 80 à 100 milliards de dirhams pour qu'on puisse relancer l'économie au niveau du Maroc. Et voilà, et je passe la main à Julien. Alors, celui qui va nous intéresser, c'est le début, c'est la stratégie.
Excusez-nous. Alors, le premier qui va nous intéresser, ça va être la stratégie nationale de développement durable au Maroc. Alors, celle-ci, elle a pour but de définir les principes fondamentaux du développement durable dans le royaume, avec par la suite, elle permet de déterminer les principaux enjeux et axes stratégiques qui derrière vont se décliner en différents plans d'action. Et derrière, parmi ces plans d'action, on va retrouver le plan Maroc vert. Alors, celui-ci était à horizon 2020, donc c'est terminé cette année. Il avait deux principaux piliers. Le premier étant l'agriculture moderne, de permettre à l'agriculture marocaine d'être plus actuelle, de suivre le temps actuel et d'être plus numérique aussi, en partie. Et donc, dans ce premier pilier, il y avait 400 000 exploitants à peu près de concernés et des investissements à hauteur de 14 milliards d'euros. Et le second pilier étant l'agriculture solidaire, qui avait pour but de lutter contre les disparités au niveau du territoire marocain et de faire en sorte de se battre contre la pauvreté et les agriculteurs se trouvant dans des zones retirées. Alors, pour savoir le bilan de ce plan Maroc vert à l'heure actuelle, il est d'un PIB agricole qui a été multiplié à peu près par deux, d'une exportation agricole multipliée par environ 2,4, de 63 milliards de dollars, de dirhams, pardon, d'investissements privés générés. Et ensuite, il équivaut à peu près 50 millions de journées travaillées en plus et une augmentation d'environ 30% du nombre de jours travaillés par an. Alors, ça équivaut à ce qu'ils estiment entre 250 000 et 300 000 emplois agricoles générés en plus. Ce plan Maroc Vert était à horizon 2020. Maintenant, il y a un nouveau plan, la suite de celui-ci, qui s'appelle Génération Green, qui lui est à horizon 2030 et qui est également fait de deux piliers principaux. Alors, vous avez le premier qui est la valorisation de l'élément humain. Alors, il a pour but de aider la génération d'une nouvelle classe moyenne au sein du secteur agricole, avec 350 000 à 400 000 ménages, mais aussi d'aider les jeunes à se lancer dans l'agriculture avec la mobilisation d'1 million d'hectares sur le territoire marocain et la création de 350 000 à peu près postes d'emploi. La deuxième partie de ce Génération Green, elle est par rapport aussi à la suite du plan Maroc Vert et par rapport à la consolidation du secteur agricole avec un doublement des exportations, un doublement du PIB agricole et une amélioration du process, ce qui va passer dans ce cas présent par aussi de la modernisation et de la numérisation. Ensuite, dans les plans importants au Maroc, vous avez le plan qui considère qui est à propos des forêts. Et donc celui-ci est par rapport à une gestion, pardon, excusez-moi, une gestion plus locale des forêts, la création d'organismes, une accentuation des investissements privés, des efforts faits au niveau des parcs et une réforme que ce soit institutionnelle et organisationnelle au niveau des agences des eaux et forêts avec la création d'agences. Ensuite, vous avez le programme national d'efficacité énergétique. Alors, celui-ci est constitué de deux axes principaux. Le premier étant le réduire la consommation énergétique du royaume de 12% d'ici 2020. Donc, c'est-à-dire à la fin de cette année, les chiffres actuels ne sont pas encore sortis. On ne sait pas si ce but va être atteint, dépassé ou non. Et le second pilier de ce programme est le mix énergétique. Donc, le royaume marocain souhaitait avoir une répartition de ses énergies renouvelables à hauteur de 42% pour 2020 dans son mix énergétique. Et comme vous pouvez voir pour l'horizon 2030, alors initialement c'était 52% de prévu, mais au vu des avancées actuelles qu'ils ont dans les énergies renouvelables, ils estiment qu'ils peuvent dépasser les 60%. Alors le Maroc, il s'inscrit très profondément dans ces technologies propres et dans cet environnement durable, il a la place de premier en Afrique et de la zone MENA, qui est la Middle East and North Africa zone, qui est il a la première place en matière d'énergie renouvelable. Et après, il est top 3 pour la zone MENA de nouveau et le continent africain en termes d'indice de performance environnementale. Et vous pouvez voir également qu'il est deuxième au rang mondial au Climate Change Performance Index. C'est un index qui permet de mesurer à quel point le pays est investi dans la protection de l'environnement. Ensuite, vous avez le programme national des déchets ménagers qui est à hauteur de 20 millions d'euros d'investissement sur les années 2019 jusqu'à l'année 2019, qui a pour but 90% de collecte des déchets d'ici 2022, 20% de déchets revalorisés et la création de centres de tri et d'enfouissement. Puis pour terminer, vous avez le plan d'eau, le plan national d'assainissement liquide qui lui a 4,4 milliards d'euros d'investissement, qui a pour but le traitement de 60% des eaux usées collectives et une amélioration du raccordement du réseau d'eau sanitaire. Maintenant, je vais vous parler du marché aérospatial marocain et ensuite du marché du drone, des marchés dont vous êtes issus pour la plupart d'entre vous.
Quelques chiffres pour vous parler du marché aérospatial marocain. C'est 140 entreprises de concernées, 16 700 employés, 1,9 milliard de dollars à l'export, un taux de croissance de 20% annuellement et un taux d'intégration locale de l'industrie avec 34%, en ayant pour objectif 42% d'ici 2020. Alors, vous pouvez voir maintenant à droite le tissu industriel marocain. Comme vous allez pouvoir le constater, celui-ci est pour la plupart aéronautique, ce qui est normal puisque le marché aérospatial au Maroc est pour la plupart industriellement parlant orienté aéronautique. Le milieu du spatial n'est pas encore trop développé pour tout ce qui est infrastructure et industrie. Et vous avez un acteur privé présent sur place, vous avez Boeing, vous avez Airbus et bien d'autres qui jouent la part belle là-bas. Après, en termes d'autres organismes sur place, vous avez le GIMAS, qui est l'équivalent de notre GIFAS, qui va gérer tout cet aspect aéronautique et spatial. Et au sein de ce GIMAS, vous retrouvez maintenant l'Aerospace Marocain Cluster, l'AMC. Alors celui-ci, à l'heure actuelle, n'a pas une forte activité, on ne peut pas énormément en parler, mais il est créé et sponsorisé et géré par le GIMAS. Et d'ici les années à venir, devrait avoir une place de plus en plus importante sur le marché. Maintenant, pour parler du principal acteur sur le spatial, qui nous concerne, alors non, on va y arriver, spatial, c'est le CRTS, le Centre Royal de Télédétection Spatiale. Alors celui-ci, c'est le distributeur officiel des images satellites au Maroc. Il pilote deux satellites Mohamed 6A et B qui ont été lancés en 2017-2018. Ces images ont pour utilité, sont utiles dans le domaine de l'agriculture, pour les forêts, pour la gestion des sols et du territoire, les zones côtières, océanographiques, les ressources en eau et la désertification. Excusez-moi. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pour exploiter ces images-là, il faut passer par un organisme marocain, que ce soit public ou privé, et avec une demande auprès des CRTS. Et donc, une entreprise étrangère, si elle souhaitait accéder à ces données du CRTS, elle serait obligée de passer par un organisme marocain. Elle ne pourrait pas y aller directement. Et à savoir que ces images sont accessibles, mais moyennant un certain prix. Ensuite, en termes de services proposés par le CRTS, vous allez avoir des catalogues et des recherches qui sont faites afin de savoir quelles images utiliser, lesquelles sont les plus utiles. Et vous pouvez bénéficier d'un accès à différents catalogues d'images à des prix concurrentiels. Ensuite, le CRTS assure le montage et la réalisation d'applications opérationnelles et spécifiques en fonction des demandes faites par des utilisateurs. Et puis, vous avez la réalisation d'expertises sous forme de fiches, pareil, qui sont faites en fonction des demandes faites par les utilisateurs. Maintenant, le marché des drones. Alors, on ne peut pas donner de chiffres comme on peut donner pour le domaine aérospatial, puisque le marché des drones au Maroc est en cours de développement, c'est un marché naissant. Il n'y a pas de chiffres, mais par contre, il y a des opportunités, et elles sont nombreuses. D'un premier niveau en agriculture, puisque le PMV jusqu'à 2020 et après la génération Green ont dans leur plan une dynamisation et une numérisation et aussi une modernisation de l'agriculture. Donc le drone passe par ce secteur-là et génère donc des opportunités. Ensuite, vous avez le génie civil, puisque au Maroc, les villes se construisent de plus en plus. Il y a une forte création de bâtiments et le drone peut y être utilisé pour la topographie ou la 3D, en 3D et la cartographie. Ensuite, en termes de sécurité civile, le Maroc étant très touristique et encore plus maintenant avec le Covid-19, le drone peut être utilisé sur la sécurité, la surveillance des populations et autres. Alors, je reviendrai un peu plus tard sur l'aspect Covid-19 puisqu'il a eu un impact assez important sur le Maroc en termes d'utilisation de drones. Et puis ensuite, vous avez les infrastructures et les réseaux. Au Maroc, vous avez une forte infrastructure portuaire, minière, ferroviaire. Et dans ce secteur-là, vous avez du coup les drones qui peuvent être utilisés. Maintenant, pour revenir rapidement sur l'impact du Covid-19 sur le marché des drones, jusqu'à présent, jusqu'à avant le Covid-19, le marché des drones au Maroc était très réglementé. Leur utilisation était pas faible, mais compliquée. Et le Maroc s'est rendu compte que le drone pouvait être un moyen de surveiller, de diffuser des messages et de désinfecter des espaces sans passer par la présence d'un personnel sur place. Et donc, ils ont poussé leur industrie à faire du local, à créer du drone en local, à produire.
et donc se sont mis à utiliser de manière beaucoup plus importante le drone. Ce qui nous amène à parler, si ça veut bien venir, de la réglementation des drones au Maroc. Alors, comme j'ai pu vous le dire précédemment, c'est très réglementé comme utilisation. Les dronistes sur place, enfin, pour les étrangers, il y aura des grosses contraintes. Il faut savoir que pour obtenir l'utilisation d'un drone au Maroc, il faut une dérogation qui est possible pour les entreprises agréées marocaines, ce qui veut dire, ce qui implique que pour qu'une entreprise française utilise un drone sur place, elle devra passer par une entreprise agréée marocaine, et sans quoi elle ne pourra pas l'utiliser. En termes de douane, les drones doivent passer par une autorisation d'importation du ministère du Commerce extérieur de Rabat, de la NRT, qui est l'Agence nationale de réglementation de la télécommunication, et le ministère de l'Intérieur. En l'absence de ces autorisations, le drone serait saisi à la douane. Vous pourrez bien sûr le récupérer, mais ceci moyennant un prix. Ensuite, les drones ne peuvent survoler le territoire marocain sans autorisation spéciale de l'autorité de l'aviation civile, qui, elle, la délègue au ministère du Commerce extérieur, qui ensuite le délègue également au ministère de l'Intérieur, qui se trouve être la dernière entité à avoir son mot à dire, et c'est cette entité qui choisit si l'autorisation est donnée ou non. Et en plus de celle-ci, il vous faut une autorisation de la NRT. Après, toute importation de drones au Maroc nécessite une licence d'importation. Mais ce qu'il faut aussi retenir, et qui est un bon aspect, c'est que la législation au Maroc évolue. Elle est étudiée actuellement par différents organismes au sein du gouvernement marocain, la Direction des Transports, la NRT, la Force armée royale et la gendarmerie. Et de ce qui se fait dire pour l'instant, cette législation, de par la proximité culturelle et géographique avec la France, serait très proche de celle mise en place actuellement en France concernant les drones, ce qui peut permettre d'avoir déjà un aperçu de ce que pourrait être la future législation des drones au Maroc. Maintenant, pour parler de quelques acteurs présents sur place. Alors, il y a un décalage, ok, voilà. Alors, quelques acteurs publics. Le premier étant le département aéronautique de l'Université internationale de Rabat. Alors, celui-ci est la pointe des drones et s'est fait un peu plus connaître lors de la crise du Covid, puisqu'il a mis à disposition du gouvernement marocain ses prototypes équipés de caméras et autres, de haut-parleurs. Et il joue une place très importante dans le milieu du drone au Maroc. Après, dans le public, vous avez également l'association Drone Maroc, qui, elle, pour l'instant, n'est pas très active. Mais si le marché du drone au Maroc venait à se développer vraiment beaucoup, vous y retrouveriez un acteur important, puisqu'il a pour rôle d'informer et de réguler les utilisateurs de drones sur le territoire marocain. Et ensuite, pour ce qui est des acteurs privés, vous avez la start-up Faracha System qui, elle, a tiré son épingle du jeu lors de la crise, puisque son domaine de compétence initiale était la maintenance 4.0 en utilisant le drone et l'IA. Et lors de la crise du coronavirus, elle s'est faite financer par le Maroc, des investisseurs, pour créer un site de production locale de drones et les mettre à disposition les faire utiliser par le gouvernement marocain lors de la surveillance de foule, la surveillance de lieux et la désinfection de lieux également. Et cette start-up-là, en plus de ça, a pour but d'équiper des secteurs de l'industrie, de l'agroalimentaire et de l'agriculture de drones, qui leur usage a été démontré lors de la crise du Covid-19 et pourra être utilisé dans ces différents secteurs par la suite. Et puis vous avez l'Etafat, qui est une société marocaine qui, elle, est spécialisée dans l'acquisition aéroportée par drone et le traitement d'images spatiales. Alors, je vous en parle maintenant, elle réapparaîtra plus tard. Cette entreprise-là est fortement connue au Maroc pour son utilisation qu'elle fait des drones, et l'utilisation qu'elle en fait peut être également appliquée à ce qui va être les infrastructures, la surveillance des mines par exemple, ou bien encore une fois l'agriculture pour le traitement des cultures, ou bien même la surveillance des cultures pour optimiser leur rendement. Alors, maintenant, je vais faire un focus sur quelques domaines d'application possibles pour les drones et pour le spatial. Le premier étant l'agriculture. Alors, quelques chiffres sur l'agriculture. Tout d'abord, comme vous pouvez voir, ce sont les deux principales filières au Maroc. L'agriculture, c'est 7% de croissance annuelle sur le PIB agricole. C'est 11,6 milliards d'euros, soit 14% du PIB. C'est 2,1 milliards d'exportations en 2018 et 4,15 millions de travailleurs, soit 46% de la population active concernée par l'agriculture.
Et ensuite, sur l'industrie agroalimentaire, vous y voyez 30% du PIB industriel en 2018, soit 8% du PIB national, 10,5 milliards de chiffre d'affaires en 2018, 6% de croissance annuelle, 140 000 emplois, à peu près 2050 entreprises en 2017 et 2,9 milliards d'exportations, ce qui est hyper important. Ensuite, alors, il y a un décalage. Ces deux secteurs étant très impactés par le PMV et par la suite par la génération green. Ensuite, pour parler quelques acteurs, que ce soit privés et publics, vous avez la FIFEL qui est une fédération interprofessionnelle marocaine pour la production et exportation des fruits et légumes. Elle aura pour but de dynamiser le secteur, de les pousser vers leur développement et leur modernisation avec les technologies. Ensuite, vous avez l'ADA, l'Agence de développement agricole, qui elle est là pour implémenter la stratégie nationale par rapport à l'agriculture, mettre en place tous les plans. Et puis, vous avez le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, également appelé département des eaux et forêts au Maroc, et qui, lui, est là pour mettre en œuvre et implémenter des politiques nationales en termes de gestion des forêts et des eaux. Ensuite, sur les acteurs privés, vous retrouvez de nouveau Etafat, comme j'ai pu vous le dire, qui a des utilisations possibles pour l'agriculture. Mais vous retrouvez également AgriEdge, qui elle est une start-up créée par l'OCP, un acteur très important au Maroc, surtout dans le domaine minier, pour lequel je reviendrai plus tard, et qui a été incubée à l'Université Polytechnique Mohamed VI, qui elle est gérée aussi par l'OCP, et qui fait de l'utilisation des données spatiales dans le but d'augmenter le rendement de l'agriculture. Et dans le même type, vous avez Geocoding, qui est une société à la base de conseil et d'ingénierie, qui elle également fait de l'utilisation de données spatiales afin d'optimiser, par exemple, les cultures marocaines. Ensuite, on va attaquer les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique au Maroc. Alors, comme vous pouvez le voir, la part d'ENR en 2019, fin 2019, était de 35%. Le mix énergétique en ENR, objectif 2020, est de 42%, mais comme j'ai pu vous le dire, il est fort probable que ce 42% soit dépassé. Comme vous pouvez le voir de nouveau, encore le mix énergétique de 60% en ENR d'ici 2030. Et ensuite, vous pouvez voir que le programme d'investissement est à hauteur de 50 000 emplois créés dans l'ENR et de 16,5 milliards de dollars. Pour donner quelques chiffres, en 2018, les quantités d'énergie renouvelable créées au Maroc étaient à hauteur de 3 700 mégawatts en énergie renouvelable, avec 1220 dans l'énergie éolienne, 1770 dans l'énergie hydroélectrique et 711 dans l'énergie solaire. Comme vous pouvez voir à droite, là, c'est ce qu'ils espèrent en termes de mix énergétique à terme de l'année 2030. Alors, ce qu'il faut retenir au sein de ce graphique, c'est que vous retrouvez que 1% en termes d'énergie créée par le fuel et 1% par le charbon. Vous avez ensuite 23% pour le solaire, pardon, pour l'éolien, 28% pour le solaire et 23% pour l'hydroélectrique. Alors, en termes d'acteurs, pour parler quelques acteurs privés et publics, en termes de public, vous avez la Mazen et l'AME. Mazen étant une agence qui développe les projets d'ENR au Maroc, qui va se retrouver à développer des projets de parcs éoliens ou de parcs solaires. Leur dernière idée en termes de parcs solaires, ce serait l'implantation de panneaux solaires au niveau des retenues d'eau des parcs flottants, puisqu'il y a énormément de barrages hydroélectriques au Maroc. Et vous avez l'AME, qui est l'institution publique stratégique, l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique, qui, elle, est là pour mettre en place des politiques nationales en termes d'énergie renouvelable et d'électricité. Ensuite, vous avez la FENELEC, qui est un regroupement professionnel du secteur électrique et électronique, dans laquelle on retrouve l'AMISOL, l'association des industries solaires et éoliennes qui me concerne. Et vous avez Nareva, qui est un acteur privé important, qui est une holding du groupe Almada, qui est l'un des leaders en termes de production électrique en énergie renouvelable et fossile au Maroc, avec 5 parcs éoliens, dont celui de Tarfaya, et qui est un acteur très important. Et ils ne sont pas sur cette slide-là, mais se trouvent également sur place des acteurs français de l'énergie, avec Engie et EDF Maroc. Maintenant, pour venir à l'industrie minière, un secteur très important au Maroc, vous pouvez voir que 30% des exportations nationales, soit 4,14 millions d'euros,
l'exportation concerne l'industrie minière, qui est en grande majorité du phosphate, mais vous retrouverez également du plomb, du cuivre, de l'or, de l'argent et du barytine. 10% des exportations du PIB national, soit 2,79 milliards d'euros d'investissement en plus, concernent le mine. Vous avez, après le pays étant le premier exportateur et troisième producteur mondial de phosphate, 90% un peu plus de la production minière concerne le phosphate, comme vous pouvez le voir à côté avec quelques chiffres en millions de tonnes. Et ensuite, l'industrie minière concerne 41 000 personnes, dont 21 000 pour l'OCP. Donc, je vais revenir rapidement là-dessus. C'est que l'OCP, c'est le leader mondial en termes de produits phosphatés. C'est 21 000 collaborateurs. Donc, comme j'ai pu le dire, c'est plus de la moitié des personnes qui travaillent dans l'industrie minière au Maroc, avec un chiffre d'affaires très important à hauteur de 55,9 milliards de dirhams et 200 milliards de dirhams marocains d'investissement. Pour vous montrer la présence de l'OCP au Maroc, vous pouvez voir que tout territoire marocain est concerné par cette présence, que ce soit en termes de sites miniers, de plateformes de transformation ou bien de ports phosphatiers. Et c'est ici que vous y retrouvez une autre opportunité puisque ces mines ou ces ports peuvent être sujets à des applications spatiales ou à l'utilisation de drones. Donc, pour revenir rapidement sur quelques acteurs du domaine minier au Maroc, donc je ne reviendrai pas sur l'OCP, comme vous avez pu comprendre, c'est un acteur important. Ensuite, dans le public, vous avez l'ONIM, l'Office national des hydrocarbures et des mines. Alors lui, c'est l'acteur principal en termes de découverte des mines au Maroc et implémente la politique marocaine également sur place concernant les mines. Puis vous avez Managem et CMT qui sont deux exploitations minières, des exploitateurs miniers pardon, au Maroc qui sont après l'OCP mais qui sont importants également. Puis vous avez la FDIM qui est la Fédération de l'industrie minérale qui elle regroupe tous les acteurs que ce soit privés et publics au sein de l'industrie minière au Maroc. Maintenant, on va parler de l'activité maritime au Maroc et plus particulièrement des ports. Les ports au Maroc sont importants. Ils représentent un volume d'échange de 37,12 millions d'euros, un nombre de passagers annuels de 5 millions et un trafic portuaire global de marchandises aux alentours de 137,5 millions de tonnes. Ce qu'il faut tout de même retenir, c'est que plus de 98% du commerce marocain extérieur passe par les ports, par le port de Tanger d'abord, qui est la première infrastructure portuaire en Afrique et au Maroc, avec 52 millions de tonnes par an. Et de par ce dynamisme au niveau des ports, le Maroc essaie de créer de nouveaux ports à l'image de celui de Tanger Med, en passant par des investissements à hauteur de 5,56 milliards d'euros d'investissement. Ici, vous allez pouvoir retrouver les raisons à gauche de cette dynamique au sein des ports marocains, avec les différents secteurs qui peuvent impacter le secteur des ports, les différents plans également. Donc, vous allez retrouver le plan Maroc vert, ou bien le secteur des phosphates ou de l'industrie, qui, de par différentes dynamiques, demandent et nécessitent un accroissement de l'activité portuaire et donc une augmentation des infrastructures sur place. À droite, vous pouvez retrouver une carte qui représente la disposition des ports marocains avec leurs différentes activités. Donc, vous retrouvez Tanger Med qui se trouve tout au nord du Maroc. Et vous avez à ses côtés à droite Nador qui est également un port important de nos jours au Maroc. En termes d'acteurs, vous allez retrouver l'ANP, qui est l'Agence nationale des ports, qui est la principale agence marocaine concernant les ports, qui implémente et qui met en place toutes les politiques décidées au niveau du gouvernement marocain. Vous avez ensuite l'ONP, qui est l'Office national des pêches. Vous avez le ministère de l'équipement, du transport et de la logistique et de l'eau, qui lui élabore et met en œuvre des lois et des règles pour les ports et tout ce qui va être douane également. Puis en acteur privé, vous avez Marsa Maroc, qui est le leader national de l'exploitation des terminaux portuaires. Donc vous pouvez voir 9 ports et qui, de par son activité, offre des services de manutention, de stockage, de logistique et des services aux navires. Vous y retrouvez également une opportunité pour ce qui va être l'application spatiale dans la gestion des ports et la surveillance ou pour l'accroissement l'augmentation des volumes portuaires ou bien même les drones pour ce qui est surveillance et services aux navires. Maintenant, on va aborder le dernier point des applications du domaine spatial au Maroc qui est les villes durables.
La population urbaine au Maroc est en croissance. Actuellement, elle est aux alentours de 63,4%. Et ils estiment que le Haut Commissariat au plan estime que d'ici 2030, elle sera aux alentours des 68%, ce qui passe par la création de nombreuses villes, l'augmentation de la population urbaine. Et donc, dans ce cas-là, le Maroc décide de faire des villes durables, avec quelques exemples que vous pouvez retrouver en bas, que ce soit Casablanca Smart City, qui est une zone de Casablanca dédiée à la mise en place du développement durable, Zenata Eco City ou le pôle urbain de Mazagan, ou bien encore la ville verte d'OCP Mohamed VI, dont le nom est Ben Gaer. Et dans ces villes et dans le développement durable, vous y retrouvez des opportunités également pour le drone et pour le spatial, puisque vous y verrez des activités en termes de cartographie 3D, de topographie 3D, mais aussi d'utilisation des énergies renouvelables ou bien des ressources en eau, et vous y avez différentes activités possibles. Maintenant, je vais laisser Siam vous parler des clés du pénétration du marché marocain plus en détail. Oui. Alors, en fait, nous avons fait un bilan suite à une analyse effectuée auprès des entreprises accompagnées par la Maison de la région Occitanie de Casablanca depuis 2014. Et nous sommes sortis avec quelques conclusions et recommandations qu'on pourrait vous partager aujourd'hui. Siam, je ne sais pas si tu parles, en tout cas, on ne t'entend pas. Si j'ai activé mon micro, allô? Allô? Moi, j'ai activé mon micro. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô, allô? Allô? Ouais, c'est bizarre ça. Euh, Allô? Allô, allô? Allô? Comment je peux faire? Siam, tu m'entends? Moi, je t'entends. On t'entend très bien. C'est bon? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Maud? Tu m'entends, Maud? Oui. Ok, parfait. Donc, désolé. Alors, ce que je disais, c'est que nous avons fait un bilan suite à une analyse effectuée auprès des entreprises, accompagnée depuis 2014 par la Maison de la région Occitanie de Casablanca. Et nous sommes sortis avec quelques conclusions que j'aimerais bien partager avec vous sur cette slide. Donc, au fait, les entreprises qui ont pu se développer au Maroc, ce sont des entreprises qui ont construit une stratégie d'intervention à moyen terme. Souvent, les entreprises se déplacent au Maroc pour une première mission et pensent qu'elle pourra conclure dans les 3 mois qui suivent. En fait, le Maroc est qualifié on peut le qualifier de marché lent et il faudrait viser donc un développement au bout de quelques années de prospection. Le marché des affaires au Maroc peut sembler similaire à celui de la France, puisque la langue parlée est le français. Les lois souvent calquées sur les lois françaises. Il y a également une forte présence des Français au Maroc, mais la culture des affaires est totalement différente et du coup, un effort d'adaptation est nécessaire. Une fois l'opportunité de se développer est validée, l'entreprise devra identifier ses cibles et construire un réseau de professionnels marocains. Le Maroc est un marché de réseau et les clients ont besoin d'établir une relation de confiance. Pour les entreprises ayant développé des solutions nouvelles, non connues par le marché marocain, il y a un effort donc de sensibilisation auprès des potentiels clients pour faire connaître la solution. Sur les entreprises analysées, nous avons 3 types de profils.
il y a des entreprises au fait qui proposent des produits et qui doivent passer par des partenaires locaux pour vendre la solution auprès du client final. Et du coup, il faudrait trouver des partenaires fiables. Parce que souvent, il y a des entreprises au fait qui vont s'associer avec des partenaires qui ne sont pas vraiment fiables et ça fait qu'ils perdent beaucoup de temps avant de pouvoir se développer au Maroc. Après, au fait, on a un autre profil, c'est des entreprises qui peuvent répondre directement à des appels d'offres publics. À ce moment-là, il faudrait bien sûr avoir des informations précises sur le code des marchés publics au Maroc et faire un démarchage directement auprès des clients. Et on a un autre profil, c'est des entreprises dont la solution peut être au fait proposée à des clients privés en direct. Ça peut être par exemple des industriels. Donc là, il y a bien sûr un effort de démarchage auprès de ces clients privés. Et puis au fait, on a constaté aussi que les entreprises doivent à minima être présents au Maroc 3 à 4 fois par an pour pouvoir se développer correctement au Maroc. Alors, quelques outils, parmi les outils qui peuvent vous aider au niveau du Maroc. Donc, il y a notre maison qui s'appelle la Maison de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée de Casablanca. Il y a d'autres maisons similaires dans le monde. Il y a une à Shanghai, une à Londres, une à New York. Toutes ces maisons sont pilotées par l'Agence de développement économique ad hoc, qui est bien sûr située en région Occitanie, avec 2 sièges, un à Montpellier et un à Toulouse. Et toutes ces maisons proposent un panel de services au profit pas uniquement des entreprises de la région Occitanie, mais également des acteurs et institutionnels de la région. Donc la photo que vous avez au haut de la slide, c'est au fait la photo de la maison qui est située dans un quartier d'affaires très proche de la CGM, la Confédération générale des entreprises au Maroc. En termes de logistique, nous avons 2 salles de réunion. L'une qui est modulable, une grande salle de réunion qui peut accueillir jusqu'à 60 personnes, et une autre salle aussi, une autre salle de réunion petite pour les rendez-vous B2B. Nous avons un espace de showroom à l'étage et nous avons aussi 12 stations de travail qui sont réservées pour les entreprises régionales. Et nous sommes en fait une équipe de 3 personnes au niveau de la maison. Alors nous, au fait, nous proposons 3 types de services. Donc premièrement, ça peut être tout ce qui concerne l'expertise marché, réseau et conseil. Par exemple, au fait, dans le cadre de notre travail avec Aerospace Valley, on peut le qualifier comme conseil qu'on a proposé à Aerospace Valley, et on peut le proposer aussi aux entreprises régionales par la réalisation de toutes petites fiches de marché par produit. Nous pourrions aussi mettre en relation les acteurs de l'Occitanie et les entreprises régionales avec un réseau de prestataires. Nous avons une cartographie de prestataires locaux que nous pourrions vous proposer. Et aussi, on peut faire du conseil sur la démarche export dans le pays, la réglementation douanière, etc. Il y a aussi le deuxième service, c'est le soutien de terrain. Donc, on met à disposition au fait nos locaux et notre matériel aux entreprises régionales et les acteurs de l'Occitanie. Donc, ça peut être 2 types de mise à disposition, soit en hébergement temporaire, c'est-à-dire que l'entreprise régionale qui souhaite se développer au Maroc peut envoyer soit un responsable export, soit recruter localement une personne ici au Maroc, soit recruter un VIE, et puis on met à disposition de son salarié ici au niveau de la maison un bureau, un poste de travail, et la personne peut utiliser au fait toute l'infrastructure de la maison. On propose aussi une utilisation ponctuelle des locaux, c'est-à-dire c'est une entreprise qui est de passage au Maroc, qui a besoin d'une salle de réunion, donc elle peut utiliser nos salles de réunion pour des rendez-vous B2B, ou par exemple, elle peut utiliser la grande salle de réunion pour des ateliers d'information pour ses clients ou futurs clients. Alors, les 2 services que je viens de décrire, le premier et le deuxième, sont des services gratuits
pour toutes les entreprises de la région Occitanie. Et puis, on passe au fait au troisième service. On organise des opérations collectives. Ça peut être participation à des salons, organisation de sessions de présentation de savoir-faire auprès d'un groupe de cibles au niveau du Maroc. Et au fait, toutes ces opérations collectives, on les fait avec l'agence ad-hoc. Et du coup, l'entreprise, au fait, s'inscrit à un service proposé par l'agence ad-hoc et c'est la maison qui l'organise ici localement au Maroc. Voilà, je laisse la main à Julien. Alors, je vais maintenant moi, vous reparler des aides au développement international qui vous sont disponibles sous l'égide de Team France Export, qui est un organisme qui centralise tous les opérateurs publics et privés en termes d'accompagnement à l'export et à l'internationalisation. Vous allez retrouver 4 autres organismes. Alors, voilà. Que vous allez retrouver Business France, la région ad-hoc, BPI et la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Alors, à savoir que Business France et BPI France, peu importe où vous vous trouvez sur le territoire français, ce sera un bureau régional, mais vous le retrouvez. Après, ce qui est en termes d'agence de développement économique, c'est régional. Que pour la région Occitanie, vous avez l'agence ad-hoc. Si vous vous trouvez dans une autre région, vous aurez affaire à une autre entité qui sera une autre agence de développement économique régionale. Et puis la Chambre de commerce française et d'industrie, celle-ci forcément dépendra du pays que vous souhaitez attaquer, dans notre cas présent, la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Alors ces entités, ces 4 organismes, proposent des aides au développement international sous différentes formes, ce qui vont être sous forme de missions, des rencontres B2B, des présences à des salons, des fiches d'information au marché, pays, mais vous allez également avoir, dans le cas d'ADOC et de BPI, des financements et des aides à l'export, ou bien par exemple dans le cadre plus précisément de BPI France, des assurances pour la prospection à l'étranger. Et la Chambre de commerce et d'industrie, elles, jouent plus un rôle d'intermédiaire entre nos deux pays pour les relations économiques. Ensuite, il y a encore un autre organisme important, c'est celui des conseillers du commerce extérieur de la France, de nos jours encore un peu connu, mais qui a un rôle important. Ils ont un rôle de promotion et d'appui à l'internationalisation des entreprises françaises. C'est un réseau tout de même de 4500 chefs d'entreprise et experts à l'international, 150 référents, 290 établissements d'enseignement. Ce sont des personnes nommées par le ministère de l'Intérieur qui ont une forte expérience à l'international, donc qui sont très fiables et qui sont présents dans toutes les régions de France et 150 pays à l'international. Donc, ce sont des conseillers qui vont vous offrir leurs services sous forme de bénévolat, donc gratuitement. Et ils vont vous permettre d'élaborer différentes stratégies commerciales, des champs d'implantation ou vous aider dans l'approche interculturelle de différents marchés. Donc ça, c'est la part appui aux entreprises. Mais comme vous pouvez voir au-dessus, leurs missions sont aussi le conseil au pouvoir public, la formation des jeunes à l'international et la promotion de l'activité de la France. À titre d'exemple, si vous souhaitiez aller au Maroc, vous pourriez très bien contacter le délégué régional Occitanie de ces conseillers qui, lui, derrière, vous mettrait en relation avec des personnes membres de ce réseau au Maroc, dans les marchés qui vous intéressent. Ensuite, une aide indirecte, pas pour vous, mais pour les personnes directement sur place, mais qui n'est pas à négliger, c'est l'AFD. Il faut tout de même savoir, comme le disait Siam, c'est une agence qui a un fort impact au Maroc. Comme vous pouvez le voir, c'est à plus de 400 millions d'euros de financement octroyés au Maroc, la plupart pour les services publics, mais aussi dans le privé, ce qui veut dire que ça finance des activités sur place et qui va leur permettre d'investir, dans notre cas, dans des technologies d'application spatiale ou de drones afin de se moderniser. L'AFD est une agence très importante au niveau international pour la France. Elle applique notre politique de développement économique dans d'autres pays et est disponible pour des collectivités locales, des entreprises, des ONG et autres systèmes. Ensuite, ne pas présent dans ces slides-là, mais aussi dont il faut avoir connaissance, vous avez au niveau de l'ambassade française le SER, le service économique régional, plus petite entité, mais qui peut être utile puisque c'est le bras armé du Trésor public français à l'étranger et qui met en place également qui peut mettre en place également des rencontres ou bien même des financements. Et donc c'est tout pour moi en termes d'aide au développement à l'international et je vais redonner la parole à Maud. Donc, merci beaucoup Siam, merci beaucoup Julien pour cette présentation.
vous pouvez commencer, enfin, certains d'entre vous ont déjà posé des questions, on va tenter d'y répondre, mais vous pouvez continuer à poser vos questions là en direct, on a encore un petit peu de temps. Une première question qui n'apparaît, enfin la réponse n'apparaît pas en tout cas dans la présentation, je ne sais pas si on a l'information, quel est le taux d'industrialisation dans le secteur de l'agriculture? Est-ce que on a un chiffre à proposer à nos participants? Ou sinon on ira le chercher évidemment. Dans mon cas présent, je n'ai pas le chiffre sous la main actuellement en termes de taux d'industrialisation de l'agriculture, mais je pense que c'est un chiffre tout à fait trouvable. Siam, je ne sais pas si tu as l'information de ton Alors, au côté. fait, moi non plus, je n'ai pas le chiffre. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, au fait, le Maroc est un pays effectivement agricole, donc on exporte beaucoup des, des- des produits comme les agrumes, la tomate, etc. Mais par contre, il y a un effort de transformation de produits à faire. Donc le Maroc, actuellement, il est en train de réfléchir sur comment, au fait, inciter des industriels ou plutôt des porteurs de projets à transformer les produits agricoles. Donc, voilà, il y a un effort à faire. D'accord, merci. Au début de la présentation, vous avez parlé de l'Irlande, qui est le deuxième, le premier, pardon. Hop. Oui. Et donc la question d'Arnaud Rimond, c'est de savoir dans quel secteur l'Irlande a investi au Maroc. Alors, l'Irlande a investi au fait dans le secteur des assurances. C'est pour ça que ça a fait monter, en fait, elle est devenue le premier investisseur, sachant qu'avant, elle n'était pas du tout, elle était vraiment en bas du classement des investisseurs au Maroc. Après, c'est vrai que souvent, les chiffres, si on les analyse pas, bah, ça peut être un peu biaisé. Euh, Par contre, en termes d'investissement en industrie, par exemple, en aéronautique, automobile, bah, c'est plutôt, en fait, les Français qui sont premiers. Merci. Je t'en prie. J'ai eu plusieurs questions sur le secteur de la gestion des ressources en eau, la prise en compte du développement durable euh, et voilà, et la sensibilisation aux enjeux écologiques. Alors, sachez que, en effet, le Maroc prend bien en compte tous ces secteurs d'activité, notamment à travers la stratégie nationale de développement durable à horizon 2030. Et elle met en place cette stratégie à travers des plans d'action. Il est vrai que dans cette présentation, on n'a pas eu le temps de répondre vraiment concrètement, même pas du tout, sur ces thématiques de biodiversité, de gestion des ressources en eau. Toutefois, c'est un sujet important et on pourrait éventuellement, s'il y a vraiment un intérêt pour vous, y revenir sur un autre webinaire. C'est une possibilité. J'ai une question, je pense pour toi, Siam. Alors, est-ce que les entreprises françaises peuvent fournir des services à des collectivités marocaines? Oui, 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 bien sûr. Elles peuvent fournir des services à des collectivités marocaines. On a par exemple accompagné une entreprise qui a équipé au fait des camions de gestion des déchets au niveau de la collectivité de Casablanca. Euh, on accompagne aussi une entreprise qui a emporté un appel d'offres sur l'agriculture urbaine avec la société d'aménagement de Zenata. Donc oui, effectivement, c'est tout à fait faisable. Et est-ce qu'une entreprise française peut venir seule et répondre seule à ces marchés publics ou est-ce qu'il est mieux qu'elle soit en partenariat, qu'elle soit accompagnée par une entreprise locale? Elle peut répondre seule si elle le peut, parce que au fait, souvent il y a des appels d'offres qui ne sont pas allotis, et du coup, par exemple, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui peut équiper une station de traitement des eaux. Eh ben, dans le projet, au fait, on va trouver du génie civil, on va trouver pas mal de, de,
de postes au fait qui englobe tout l'appel d'offres et qui englobe au fait tout le projet de la station de traitement des eaux. Et du coup, des entreprises qui fournissent juste un petit équipement pour la station ne peuvent pas répondre seules. Elles doivent bien sûr trouver un partenaire et des intégrateurs. Par contre, il y a aussi des entreprises qui peuvent répondre seules à des appels d'offres parce qu'il n'a pas besoin d'autres entreprises marocaines. Donc là, il peut répondre seul. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des appels d'offres qui sont réservés aux entreprises nationales. Il y a aussi la retenue à la source, c'est-à-dire qu'une entreprise française, quand elle répond à un appel d'offres, au fait, c'est comme si elle va perdre 10% du chiffre d'affaires, hein, parce que le 10% est retenu à la source. Merci. C'est vrai qu'on en avait discuté et en effet, la question des marchés publics, de comment traiter avec les collectivités territoriales marocaines pourrait éventuellement également faire l'objet d'un webinaire parce que c'est un gros sujet et je pense que ça intéresse Effectivement, beaucoup les membres d'Aerospace Valley. oui. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'il existe un accord de coopération de la filière aéronautique, espace drone entre l'Occitanie et le Royaume? Est-ce que tu as connaissance d'un accord de coopération entre nos régions? Au fait, ce que je sais qu'il y a des accords, il y a plutôt des partenariats entre Aerospace Valley et le GIMAS. Oui. Sinon, au fait, en termes de région Occitanie, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, la région Occitanie a signé 3 conventions de coopération avec 3 régions marocaines, et notamment celle de Casablanca-Stade, où il y a un gros pôle aéronautique au niveau de Casa, de la région de Casa, mais les sujets de l'aéronautique ne sont pas en tout cas pris en charge par ces conventions. D'accord, merci. Je t'en prie. Alors, dernière question. Existe-t-il une assistance en cas de retard extrêmement important en matière de paiement par les institutions publiques? Bonne question. Alors, en fait, il y a des instances de médiation, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de retard de paiement au niveau du Maroc. Là aussi, ça peut faire l'objet d'un webinaire à part. Les administrations, les ministères, en tout cas toutes les administrations publiques maintenant essayent de faire un effort pour payer rapidement leurs prestataires, mais il n'y a pas bon, après, c'est vrai qu'il y a le tribunal du commerce au Maroc, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on peut des fois observer des délais très importants de paiement. Et c'est ça ce qui fait défaut au Maroc. Par contre, pour les entreprises étrangères, souvent, en fait, le client marocain doit payer avant l'arrivée de la marchandise ou avant la fin de la prestation au niveau de l'office d'échange, parce qu'au fait, c'est un paiement en devise. Donc, quelque part, il y a plus de garanties pour des entreprises étrangères que pour des entreprises marocaines. D'accord. Et enfin, une remarque positive sur donc voilà, la diapositive sur les clés de pénétration est très intéressante et bien vue, avec 20 ans d'expérience de soutien des entreprises au Maroc. Je confirme, nous dit Monsieur Delbos. Donc merci beaucoup de confirmer. J'ai pas d'autres questions pour le moment. On peut encore attendre 2 minutes si vous le souhaitez, s'il y a d'autres questions qui viennent. Sachez donc, voilà, comme je disais au départ, que l'idée, c'était vraiment ce matin de vous présenter des informations générales et les secteurs porteurs au Maroc. Vous avez également pointé du doigt qu'il en manque encore quelques-uns, mais l'objectif, c'est peut-être de faire un autre webinaire, voire 2 autres en fonction des thématiques et des opportunités que vous allez soulever. Donc, n'hésitez pas à répondre au sondage à la fin une fois que vous aurez fermé le webinaire, pour qu'on puisse mieux orienter notre webinaire, le prochain webinaire peut-être d'ici la fin de l'année. Je tiens donc encore une fois à remercier Siam El Kadar et toute son équipe à la maison de Casablanca qui nous a beaucoup aidés. En effet, vous aurez accès à la présentation, hein, vous allez la recevoir, vous pourrez accéder au replay, donc vous aurez tout.
Et merci à Julien Tanquerel d'avoir préparé cette présentation et d'avoir cherché toutes ces informations.